Il y a un contexte électoral palestinien. Il est évident que le Hamas a gagné des points auprès des extrémistes en Judée-Samarie et dans l'est de la ville de Jérusalem. Et puis enfin, il y a le bailleur de fonds iranien qui est un soutien majeur pour le Hamas et qui met de l'huile sur le feu pour la simple raison qu'il veut venger les attaques attribuées à Israël contre des personnalités iraniennes de haut rang. Docteur Meir Masri, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Ce matin, on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre les répercussions de ce cessez-le-feu qui a été annoncé, qui est pour l'instant respecté tant par le Hamas que par l'État d'Israël. La première question que je voudrais vous poser, c'est une question un peu quiche, comme on dit, mais est-ce que vous avez le sentiment que le Hamas, comme il l'a crié durant la journée de vendredi, sort vainqueur de cette confrontation, ou c'est simplement de la poudre aux yeux de la part des dirigeants du mouvement intégriste en direction de, on va dire, du monde arabe? Vous savez, Daniel, si le Hamas perd 3000 Gazaouis, si le Hamas perd même 3000 militants du Hamas, comme ils appellent ça dans les médias, ou activistes du Hamas, et qu'ils arrivent à tuer un seul juif en Israël, ils vont toujours dire que c'est une victoire. Le Hezbollah au Liban, à l'issue de la guerre de 2006, avait également crié victoire, alors que, en même temps, il avait dit que s'il savait que la réaction israélienne allait être aussi significative et aussi musclée, eh bien, elles ne se seront pas aventurées. En 2006, avait dit Hassan Nasrallah. Et par conséquent, je pense qu'il ne faut pas accorder beaucoup d'importance à ce que disent les dirigeants des organisations terroristes. Je pense que du point de vue israélien, il est évident que c'est une victoire israélienne, pour la simple raison que les infrastructures du Hamas ont été très, très sévèrement touchées. Ce qu'ils appellent le métro a été complètement rasé. Il y a eu des pertes extrêmement importantes. 7 des proches lieutenants du chef du Hamas ont été éliminés. Les entrepôts des missiles, les camps d'entraînement du Hamas, les infrastructures du Hamas à caractère militaire, notamment dans la bande de Gaza, ont été sévèrement touchés. Et il est évident que pour les prochaines années, les 3, les 5, les 7 prochaines années, eh bien, il va être extrêmement difficile pour le Hamas de s'aventurer de la façon dont il a fait il y a quelques jours. Je voudrais revenir à... C'est vraiment très très peu par rapport à tout ce que nous avons vu par le passé, où des opérations s'étaient étalées sur 1 mois et demi, voire même 2 mois. Alors, je voudrais revenir même sur avant l'opération. On n'avait pas le sentiment que le Hamas était capable de lancer une telle opération, en tout cas de réagir comme il l'a fait, de tirer des dizaines, des milliers de missiles en direction du territoire israélien. Même apparemment les services de renseignement israéliens, qui ont été très efficaces, on va dire, dans leur collaboration avec Tsahal, ils n'avaient pas prévu que le Hamas puisse déclencher une telle opération. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de dirigeants du Hamas pour qui les pousse à, par exemple, tirer des missiles en direction de Jérusalem, en sachant, est-ce qu'ils ne savent pas que l'État d'Israël va réagir? Comment ça se passe dans leur tête? Alors, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'il est évident qu'il y a eu une escalade. Ça veut dire qu'ils n'ont pas prévu une réaction israélienne aussi musclée. Et donc pour moi, il est évident que lorsqu'ils ont lancé des roquettes, voire des missiles, puisque c'était des missiles, les 7 missiles qui ont été lancés sur Jérusalem le premier jour, eh bien, ils pensaient qu'Israël allait également toucher quelques cibles dans la bande de Gaza, mais qu'il n'y allait pas avoir une réaction aussi importante et qu'Israël ne procéderait pas à des éliminations de membres du Hamas. Hein. Ça fait très très longtemps qu'Israël n'a pas agi de la sorte. Deuxième élément, c'est qu'il y a le contexte des élections palestiniennes. Il ne faut pas oublier que le Hamas, en plus d'être une organisation terroriste, c'est aussi un parti politique. Hein. La France appelle ça, ou les pays plus précisément de l'Union européenne appellent ça les factions palestiniennes. Il faut savoir que cette organisation est considérée comme une organisation terroriste par l'Union européenne, mais en même temps, cette même Union européenne avait appelé Israël à encourager la participation de cette organisation terroriste en tant que faction aux élections législatives palestiniennes. Sauf que ces élections ont été par la suite annulées par l'autorité palestinienne sous prétexte qu'Israël n'a pas voulu qu'à Jérusalem ait lieu également des élections en tant qu'agglomération palestinienne, puisqu'Israël accepte à ce que les Palestiniens votent à Jérusalem
en tant que personne qui habite à l'étranger, mais non pas dans des bureaux de vote palestiniens naturellement, puisque Jérusalem ne dépend pas des territoires autonomes palestiniens, Jérusalem-Est. Et par conséquent, il y a un contexte électoral palestinien. Il est évident que le Hamas a gagné des points auprès des extrémistes en Judée-Samarie et dans l'est de la ville de Jérusalem. Et puis enfin, il y a le bailleur de fonds iranien qui est un soutien majeur pour le Hamas et qui met de l'huile sur le feu pour la simple raison qu'il veut venger les attaques attribuées à Israël contre des personnalités iraniennes de haut rang dernièrement, et surtout porter atteinte également au mouvement de rapprochement entre Israël et le monde arabe, qui est un des piliers de l'endiguement de l'expansion iranienne dans la région. Donc oui. Pour les Iraniens, c'était tout bénef, naturellement. Alors, je vais vous demander d'abord, Meir, si c'est possible de rapprocher votre petit micro, là, voilà, qu'on puisse un peu mieux vous entendre. Et puis, à propos de l'Iran, justement, vous dites qu'effectivement, l'Iran était intéressé à faire monter la tension, mais jusqu'à une certaine limite, parce qu'on le voit, il était tout à fait, il aurait pu être tout à fait normal d'assister à l'ouverture d'un second front dans le nord avec le Hezbollah. L'Iran aurait pu aussi peut-être envisager cela, mais ça ne s'est pas produit. Donc, c'est-à-dire, on fait monter la tension du côté iranien, mais pas trop, quoi. Non, parce qu'il faut savoir que l'objectif de l'Iran dans cette affaire, c'est... Votre micro, Meir. Oui, l'objectif du régime iranien dans cette affaire, c'est d'une part embarrasser les pays du Golfe et les pays arabes de manière générale qui ne cessent de se rapprocher d'Israël. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, et pour cela, le Hamas a suffisamment joué le jeu et joué ce rôle. Et puis le deuxième élément, c'est s'infiltrer davantage dans la bande de Gaza et renforcer sa position en tant que soutien du Hamas, qui est une organisation extrémiste, mais sunnite. Et c'est pas évident pour les Iraniens. Le Hamas n'est pas aussi acquis à l'Iran que le Hezbollah. Tandis que le Hezbollah, lui, est dans une configuration tout autre. Le Hezbollah a réussi à s'accaparer l'État libanais. Le Liban est pris en otage par cette organisation chiite fondamentaliste et l'Iran ne veut pas le sacrifier dans un conflit avec Israël qui pourrait par la suite l'affaiblir au Liban. Il est controversé, il est contesté par une bonne moitié, plus des Libanais, notamment des autres communautés. Le Hezbollah étant donc chiite, et aussi le Hezbollah joue un rôle extrêmement important dans la défense du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Par conséquent, les Iraniens ne veulent pas sacrifier cette milice pour jouer le rôle qui a été celui du Hamas. Eh bien, le Hamas et les factions en Gaza ont joué le rôle et n'avaient pas du tout besoin d'être épaulés par qui que ce soit. Vous l'avez dit, le Hamas sort renforcé, au moins dans la rue palestinienne. Est-ce que, d'une certaine manière, c'était une sorte de palliatif aux élections qui n'ont pas eu lieu? Et est-ce que finalement, on doit s'attendre à un renforcement du Hamas en Judée-Samarie qui pourrait faire de l'ombre à l'autorité palestinienne? Malheureusement, oui. C'est effectivement la conséquence attendue. Et pas seulement en Judée-Samarie, mais aussi parmi la population arabe de l'agglomération de Jérusalem. Et c'est là effectivement un problème sérieux. De mon point de vue, l'erreur a été dès le départ de considérer que le Hamas pouvait être, d'un point de vue palestinien, pouvait être un acteur politique et de laisser le Hamas participer à des élections et jouer le rôle politique qu'il joue actuellement en Judée-Samarie. Et c'est là en réalité que les dirigeants palestiniens de la légalité de Ramallah, de l'autorité palestinienne, les gens du Fatah, doivent avoir une position claire et sortir de la case d'ambiguïté dans laquelle ils se trouvent depuis de longues années. Et il y a une série de contradictions dans laquelle ils sont prisonniers. Par exemple, ils vont dire que le Hamas fait de la résistance, ils vont dire qu'ils sont solidaires avec le Hamas dans la bande de Gaza, dans leurs médias, dans leurs discours officiels, dans les communiqués qui sortent de Ramallah, y compris même du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, mais en même temps, ils les combattent. Ils aident Israël à arrêter des terroristes du Hamas lorsqu'ils le peuvent en vertu de la coordination sécuritaire. Ils ne laisseront pas le Hamas lancer des missiles ou des roquettes à partir de la Judée-Samarie. Si le Hamas lançait une seule roquette de Judée-Samarie, eh bien, ils arrêteraient celui qui ferait ça et ils aideraient même Israël à l'arrêter s'ils le pouvaient, ou ils le livreraient à Israël. Et par conséquent, il y a là une contradiction flagrante.
autre élément, par exemple, un autre exemple flagrant, grâce à l'autorité palestinienne, Israël arrête des terroristes, grâce à l'autorité palestinienne, il y a des attentats qui sont avortés, mais une fois que les terroristes sont arrêtés avec le concours de l'autorité palestinienne, eh bien, à partir de ce moment-là, précisément, l'autorité palestinienne va les considérer comme non pas des prisonniers, mais comme des captifs de guerre, va verser des indemnités à leurs familles et va leur envoyer des avocats pour les défendre auprès de la justice israélienne. Et donc il y a là une série de contradictions. Tant que cela ne sera pas résolu, il sera extrêmement difficile pour la légalité palestinienne de s'affirmer à Ramallah et pour que la situation se débloque. Et Justement, mais on peut tout de même dire que cette opération, elle a remis, comme le souhaitait Mahmoud Abbas, le dossier palestinien sur le devant de la scène internationale. C'est incontestable de ce point de vue, même par rapport à l'administration Biden qui ne voulait pas s'occuper de ce dossier dans les premiers mois de son existence. On voit aujourd'hui elle est contrainte de s'en occuper. On va voir Blinken qui va arriver dans les prochains jours en Israël. Finalement, là aussi, c'est aussi une victoire du point de vue de l'autorité palestinienne ou pas ? Absolument pas. D'abord, moi, je n'y crois pas une seule seconde parce que ce qui a affaibli la question palestinienne auprès de la communauté internationale, mais aussi au Moyen-Orient, ce n'est pas tant l'accalmie qui a perduré, que ce soit entre Israël et enfin, sur les différents fronts, mais c'est que la question palestinienne a été structurellement affaiblie parce que les pays arabes sont intéressés par la relation avec Israël et que l'idée de progresser dans le processus de paix n'est plus une condition sine qua non, parce qu'il n'y a plus tellement l'autorité palestinienne ne dispose plus de la crédibilité, de la fiabilité dont elle disposait par le passé, parce qu'il n'y a pas eu d'élection depuis plus de 15 ans, parce qu'il y a la division extrêmement importante, parce qu'on voit le comportement, l'attitude des dirigeants palestiniens, la question de la corruption, la question de la mauvaise gouvernance, etc., etc. Et puis parce qu'il y a des questions au Moyen-Orient qui ont pris le dessus, comme le printemps arabe et ses conséquences, la guerre civile en Syrie. Donc vous dites ça ne remet pas en cause. Et surtout le bras de fer avec le régime iranien. Vous dites que ça ne remet pas en cause, certainement pas, même si on a vu des critiques venant de Bahreïn ou de Dubaï, ça ne remet pas en cause les accords d'Abraham. Non, absolument pas. Moi, je fais la distinction lorsqu'il y a des communiqués qui sortent extrêmement critiques des capitales arabes. Il faut faire la distinction entre deux choses. Entre ceux qui cherchent à condamner Israël pour condamner Israël et ceux qui critiquent l'attitude d'Israël parce qu'ils cherchent une issue. Donc ça, la deuxième approche est une approche différente, qui convient de distinguer de la première. Et je pense que la réaction qui a été celle des pays des accords d'Abraham, et puis même plus largement des pays arabes modérés, dont l'Arabie Saoudite, Oman et autres, eh bien, ce sont des réactions qui appartiennent à la deuxième approche. Alors, je voudrais pour qu'on termine, Meir, avec... Il n'y a absolument rien d'inquiétant sur ce front. Alors, je voudrais qu'on termine avec un pays qui vous est cher, puisque c'est votre pays de naissance, c'est l'Égypte. L'Égypte qui a joué un rôle déterminant dans ce cessez-le-feu. On dit que, je le disais ce matin dans un éditorial, que Assisi est le seul qui peut essayer aujourd'hui au Proche-Orient d'influencer Binyamin Netanyahou, de forcer Binyamin Netanyahou à adopter une position. C'est vrai ça ? Je pense que personne ne peut avoir une influence décisive sur le gouvernement israélien. Israël est une démocratie, un État indépendant et souverain. Mais je pense que... Non, c'est-à-dire il y a une forme de confiance entre Netanyahou et Assisi au niveau de gestion de crise comme celle-là ? Oui, mais je pense qu'il y a une confiance également entre le gouvernement israélien et les autorités émiraties et un certain nombre d'acteurs et de partenaires d'Israël dans la région, notamment parmi les pays du Golfe. Non, je n'ai pas tendance à exagérer, si vous voulez, l'impact de la politique étrangère égyptienne ou du pouvoir égyptien de manière plus globale sur le contexte intérieur en Israël ou la relation israélo-palestinienne. Mais une chose est sûre, c'est que les Égyptiens, s'agissant de la question de Gaza précisément, sont des partenaires d'Israël, puisque ce qu'on appelle le blocus est un blocus. D'abord, ça me fait rire quand on parle du blocus israélien. Le blocus, il est d'abord égyptien, le plan régional israélo-égyptien, et je dirais même qu'il est international, parce que si le Hamas veut acheter, par exemple,
des Toyota de façon officielle au Japon ou conclure une transaction avec le gouvernement japonais, il ne pourra pas, tout simplement parce que le Japon considère le Hamas comme une organisation terroriste. Par conséquent, le blocus, il est international. Mais passons ce détail. Donc, s'agissant de la bande de Gaza, il est évident que les Égyptiens sont des partenaires pour Israël, et puis les Égyptiens ont également une très longue expérience avec le Hamas, qui est considéré, alors pas officiellement, mais n'est pas considéré comme une organisation terroriste, mais des attentats considérés comme des attentats terroristes ont lieu sur le sol égyptien, et le Hamas a été accusé, et des membres du Hamas ont été arrêtés pour terrorisme, jugés, arrêtés, emprisonnés aujourd'hui dans les prisons égyptiennes. Donc il y a un contentieux profond, lourd et ancien entre le gouvernement et le régime égyptien actuel et le Hamas. Et par conséquent, sur ce point précisément, je pense que les Égyptiens ont joué un rôle de médiateur, et de médiateur plutôt neutre dans cette affaire. Eh bien, Dr Mounir Masri, merci beaucoup pour toutes ces précisions, cet éclairage. On comprend mieux un peu la situation après avoir dialogué avec vous. On vous souhaite une bonne journée. Shavua Tov, à bientôt, Meir. Shavua Tov, à bientôt, au revoir.